Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Quel plaisir de vous retrouver. Faire entendre ce qui habituellement se sent. Voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum qui aborde l'essentiel par les sens. Avec la saison 1 et ses 40 épisodes, dont 15 interviews parfumées, nous avons rencontré des personnes aux talents fascinants et parcouru l'histoire du parfum. La saison 2 était consacrée au podcast de la jolie marque Le Parfumeur Français à Grasse. Avec la saison 3, nous entamons un voyage sensoriel où histoire, confidence, émotions et sensations stimulent nos sens pour plus de bien-être grâce au parfum. Écoutez les fragrances, imaginez les effluves, laissez-vous porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Avec les belles senteurs et les mots, savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers de nouvelles interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Patrice Revillard, créateur du laboratoire de parfum Maelstrom, tombé via la botanique dans la parfumerie, mais pas que, et c'est ce qu'aujourd'hui vous allez nous raconter. Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle, je suis ravi d'être ici, merci de m'accueillir. Je viens d'évoquer la botanique. J'ai l'impression que c'est quand même une belle histoire. Vous entretenez avec elle. Depuis quand, à partir de quel moment vous avez senti qu'elle pouvait vous inspirer dans votre activité professionnelle ? Avec la botanique, c'est une histoire d'amour depuis toujours, en fait, avec les plantes en général depuis toujours. La botanique, ce mot botanique finalement est arrivé sur la table un peu plus tard au fil de mes études. C'est vraiment les plantes, au sens large, qui m'ont bercé depuis tout jeune, puisque je suis né à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai grandi dans la campagne aux environs d'Annecy. Et puis, autour de la maison, il y avait le jardin familial. J'ai eu la chance aussi de grandir avec ma grand-mère qui, elle, s'occupait du jardin à longueur de temps toute l'année. Et elle m'a finalement transmis cette passion pour le jardin, pour les plantes. Alors, elle était plutôt du côté, on va dire, potager, pour les légumes. Et moi, j'étais plus du côté plante ornementale, finalement. Par exemple ? Par exemple, les roses, les iris, toutes ces plantes à fleurs, vraiment ornementales. Et puis j'ai créé ma petite collection, on va dire. Elle m'a laissé une petite place au jardin, un petit carré qui s'est très vite agrandi finalement. Et puis de ce petit carré, j'ai aussi commencé à m'occuper de tout le reste du jardin de mes parents. Oui, une collection de roses, de rosiers anciens, d'iris et tant d'autres choses. Alors, vous étiez attiré par la qualité des plantes et la qualité de leurs odeurs. Comment êtes-vous passé de cette fascination pour les plantes à la parfumerie ? C'est au fil de mes études, je me suis orienté dans des études plutôt scientifiques, donc pour aller du côté des plantes, donc en biologie botanique, biologie végétale. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aux parfums. J'avais vaguement idée de quelques noms de marques, de grandes marques à l'époque, mais j'imaginais pas à quel point l'univers du parfum était si dense et qu'il y avait tant de choses à raconter et qui recoupait en fait finalement ma passion pour les plantes. Je suis tombé sur des blogs, sur des forums de discussion. Donc j'ai continué mes études en biologie, en chimie en biologie, mais cette passion pour le parfum grandissait au fil de mes découvertes, au fil des liens d'amitié que j'ai créés avec des passionnés. J'ai lancé mon propre blog à une époque. Après, j'ai créé l'Olfactorama avec des amis aussi, un prix qui récompensait les sorties parfums chaque année. Très vite, cette seconde passion, finalement, j'ai voulu en faire mon métier. Il y a un aspect de la parfumerie qui vous intéresse plus que d'autres, je crois bien, c'est la parfumerie historique. Quelle est la raison pour laquelle, finalement, cet aspect de la parfumerie vous inspire plus ? J'aime beaucoup l'histoire au sens large, que ce soit l'histoire de l'art ou l'histoire du monde en général. J'aime beaucoup tout ce que peut nous apporter l'histoire, tout ce qui s'est déjà passé, ce qui a été vécu. Ça peut être aussi bien une source d'inspiration que des conclusions à tirer pour la suite aussi, des sources d'inspiration. Et surtout, en fait, c'est un continuel recommencement, la parfumerie comme la mode finalement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inspirantes dans ce qui s'est fait, dans toute l'histoire du parfum, et notamment dans l'histoire moderne de la parfumerie, ce qu'on peut appeler moderne, donc fin 19e, début 20e. Qu'est-ce qui vous marque dans cette période de la parfumerie moderne, entre Coty, le fameux créateur de la parfumerie moderne, et tous ceux qui ont suivi, il y a de quoi être inspiré. Oui, il y a beaucoup de choses à cette époque-là. Et en fait, ce qu'on appelle parfumerie moderne, c'est l'avènement de cette chimie organique et des molécules de synthèse. Il y a eu un avant et après début de la synthèse en chimie organique pour la parfumerie. Et c'est ce qui, pour moi, symbolise finalement un nouveau départ pour la parfumerie, qui commence à créer une parfumerie passionnante, qui va exprimer beaucoup plus de choses dans un registre artistique.
Il y a aussi un autre angle de la parfumerie, c'est celui de l'architecture du parfum. C'est vrai qu'en tant que parfumeur, on peut se qualifier d'architecte du parfum. L'architecture d'un parfum, c'est pas si simple. Il n'y a pas de règles non plus. J'aime pas catégoriser, par exemple, les matières premières, catégoriser la création d'un parfum avec forcément tête, cœur, fond. C'est plus facile, on va dire, pour en parler et décrire un parfum avec cette fameuse pyramide olfactive, mais c'est pas vraiment le reflet de ce qu'est vraiment un parfum. Il faut prendre le parfum à la fois aussi comme un tout, et puis pas forcément avec des notes qui vont être des agrumes en tête, et puis des fleurs en cœur, et puis un fond qui va être oriental. C'est ce que j'essaye d'enseigner aussi un peu à mes élèves finalement, de se laisser porter. Je pense que le parfum est déjà un univers assez riche, assez vaste et assez léger dans le sens optimiste du terme pour se laisser porter, et puis pour ne pas avoir à suivre des règles trop contraignantes. Et c'est de là que naît aussi l'innovation et les plus belles choses. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la parfumerie, en particulier la parfumerie dite confidentielle ? La parfumerie confidentielle, elle a beaucoup évolué, et notamment ces 10 dernières années, avec une multiplication de marques et une multiplication aussi de parfumeurs indépendants comme nous finalement. Elle apporte beaucoup de belles choses. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que c'est une prise de liberté, un champ des possibles qui s'ouvre à la création et à l'emploi de belles matières. Et je pense qu'en fait aussi, cette parfumerie confidentielle a beaucoup influencé la parfumerie plus mainstream. Et ça, c'est intéressant, puisque finalement, les grandes marques ont beaucoup lorgné sur ces petites marques plus confidentielles et en ont tiré des conclusions et s'en sont beaucoup inspirés. Fort de ces convictions, vous avez décidé, comme vous venez de le dire, de créer votre marque. Maelstrom, un nom étrange, néerlandais. Racontez-nous d'où vient cette marque. Alors, en fait, l'histoire est très longue, mais le nom Maelstrom convenait particulièrement à notre vision de notre projet au sens large, donc de créer ce laboratoire de création de parfums, puisque Maelstrom, qui est la dénomination d'un courant, un courant océanique au début, puis un tout mouvement au sens plus large du terme, un peu impétueux et qui emporte tout sur son passage. Et nous, c'est un peu la vision qu'on avait pour ce laboratoire. On avait effectivement des ambitions en se lançant, et puis peut-être la fougue de la jeunesse, je ne sais pas, mais on voyait dans ce nom, dans ce mot, la symbolique en fait de notre motivation et de notre envie. Personnellement, j'y vois une parfumerie toujours en mouvement, avec un perpétuel recommencement, comme le propre du courant dans la nature, rien n'est figé. C'est un peu votre manière de travailler aussi ? Ah oui, complètement, puisque, comme je disais, à la fois, on s'inspire de choses qu'on connaît ou qui sont un renouvellement sans cesse, comme la mode, comme on parlait tout à l'heure de l'histoire du parfum avec un grand H, et puis aussi des créations ex nihilo, et puis se laisser porter au fil des clients aussi, puisque c'est eux qui nous inspirent la plupart du temps, c'est eux qui nous donnent les clés pour créer quelque chose, et ça, c'est très important. Est-ce que vous voulez nous présenter l'une ou deux de vos créations dont vous êtes particulièrement fiers, ce qui pourrait être l'illustration de votre manifeste et de votre manière de travailler ? Je prendrais, par exemple, Cycle 001 de Violet. Pourquoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure d'architecture du parfum, ça c'est assez intéressant pour illustrer cette partie-là, c'est que ce Cycle 001, il n'a pas été pensé comme un parfum, si on peut dire, mais avec une construction classique, tête, cœur, fond, comme on disait tout à l'heure, mais il a vraiment été pensé comme une odeur et comme un sentiment. Et quand on le sent, c'est un tout, justement. Il n'y a pas d'agrumes, par exemple, dans ce parfum. C'était plus, créer peut-être une forme un peu, pas nouvelle, parce que c'est un peu fort quand même comme terme, mais explorer une forme un peu différente de ce qu'on voit d'habitude, et un sentiment de plénitude, un peu de nostalgie aussi. Comme des parfums, on parle d'histoire aussi depuis tout à l'heure, comme des parfums, par exemple, comme Après l'ondée de Guerlain, qui sont des parfums pour moi d'une mélancolie un peu heureuse. On aime y revenir, on aime se faire mal en les sentant pratiquement, où il y a quelque chose qui traverse les siècles et c'est toujours aussi beau en fait. Même 100 ans après, on ressent encore plein d'émotions en sentant ces parfums-là, ils ont traversé l'histoire. Et avec Cycle 001, c'était vraiment l'expression de plein de sentiments. Et donc il a été pensé comme un muscle, et donc c'est finalement plus qu'une pyramide, c'est plutôt une boule ce parfum. Et ce qui rend parfois d'ailleurs les choses un peu compliquées, parce que certaines personnes s'attendent à avoir quelque chose de plus pétillant, de plus ouvert, alors que lui non, il est massif, et puis c'est lui qui va vous apprivoiser plutôt que l'inverse. Vous avez cité à l'instant la Maison Violet. Vous n'avez pas eu envie, comme eux, de reprendre ou de réveiller une belle endormie plutôt que de créer votre propre marque ? Parce que la façon dont vous parlez est un peu similaire à ce trio qui parle de nostalgie heureuse et de s'inspirer d'une parfumerie historique. Ce n'était pas forcément votre souhait apparemment.
Non, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces marques anciennes qui ont existé, qui existent encore ou qui ont été relancées. Mais c'est vrai que c'était pas de prime abord ma volonté. C'est avec grand plaisir qu'on collabore ensemble. C'est toujours un honneur d'ailleurs pour créer du coup un parfum pour une marque aussi ancienne qui a été réveillée des limbes du passé par des passionnés. Patrice, pour terminer, je vous propose de répondre spontanément à quelques évocations botaniques. Si je vous dis chèvrefeuille, Les bordures de forêt, lilas, ma grand-mère. les pins, P-I-N-S, Mes vacances dans le sud de la France. les narcisses, Ah, ça c'est le jardin de ma grand-mère, ça me donne des frissons. les figuiers, Les figuiers, ça c'est c'est encore une fois les vacances. Ah, c'est pas du tout annécien les figuiers, donc il y en a évidemment, mais c'est mes vacances sur l'île de Noirmoutier. Ça m'a énormément marqué, je sais pas pourquoi, mais c'est là-bas que j'ai été pris d'un flash en fait en les sentant une fois et c'est imprimé dans ma mémoire. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dévoiler peut-être la prochaine création, ou du moins la plante qui vous inspire pour une prochaine création? Oui, alors avec grand plaisir, ce sera la vanille et elle revient en force, je trouve, ces dernières années. La vanille, elle a jamais disparu de la parfumerie parce que c'est un ingrédient qui est important. Mais voilà, j'ai eu la chance de travailler avec un très bel extrait de vanille pour une marque très prochainement et avec des accents un peu salés de peau et ce sera parfait pour l'été. Une deuxième création dont vous pouvez être fier? Eh bien, je citerai aussi Je ne sais quoi de Théo Cabanel, qui a été une incroyable aventure, ce parfum. Caroline de la marque Théo Cabanel est venue nous voir et puis elle nous a proposé plusieurs axes de création pour la nouvelle gamme de la marque. Et il y avait ce fameux Genmaisha, donc un thé vert sencha au riz soufflé. Et c'était assez ambitieux de sortir cette note, puisque les notes riz soufflé en parfumerie, on peut vite tomber dans quelque chose de gustatif, de trop gustatif. Elle m'a vraiment poussé à surdoser cette note-là. Donc j'ai été étonné moi-même de ce qui a pu sortir de mes flacons. Et c'était avec un peu aussi d'appréhension de voir ce parfum arriver sur le marché, comment il allait être réceptionné par le consommateur. Et finalement, ça a l'air d'être très très bien réceptionné et de toucher les gens. Et ça me touche énormément moi du coup aussi. Et un troisième que j'aime beaucoup, qui est sorti en même temps dans la même marque, c'est Oh là là. Et là, je dois dire que c'est une création beaucoup plus profonde et personnelle, avec un bois de santal crémeux, avec des notes cuirées et de noisettes et d'iris, et que j'ai voulu le plus addictif possible, et il a l'air de faire son effet, donc je suis assez content. On a hâte de sentir. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous, Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!